Bonjour à tous, bienvenue. On est en train de vous faire entrer tout doucement dans le webinaire qui va démarrer. Merci. Vous êtes super nombreux, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Donc, vous continuez à arriver au fur et à mesure. Bienvenue à tous. Vous êtes en France, vous êtes en France métropole, vous êtes dans les dom-toms. Nous sommes absolument ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et donc, pour vous accueillir, pour vous renseigner par rapport à la traversée de vos entreprises concernant le Covid-19, aujourd'hui, deux invités, donc Maître Le Faucheur, bien sûr, et puis Olivier Blinière, expert comptable et également spécialiste du travail temporaire et des entreprises du travail temporaire, tout comme Maître Le Faucheur. Alors, vous étiez plus de 500 inscrits, on est actuellement plus de quasiment 400 personnes en cours. Veillez bien à couper vos micros, notamment les personnes qui se joignent à nous par téléphone. Alors, vous aurez aussi en co-animation aujourd'hui Marion qui va être au relais concernant vos questions. Donc, pendant ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, vous allez pouvoir poser des questions à Maître Le Faucheur et à Olivier Blinière à travers le chat dans lequel vous pourrez saisir vos questions. Par contre, comme vous êtes très nombreux, nous allons vous demander de procéder comme suit, c'est-à-dire qu'en début de question, il va falloir nous mettre un indicateur pour que Marion réussisse à attraper vos questions. Donc, soit vous indiquerez que c'est un sujet qui va concerner les intérimaires, et donc vous mettrez le mot-clé intérimaire en début de question, soit ce sera un sujet qui concernera la trésorerie, dans quel cas vous mettrez ce mot-clé de trésorerie. Alors, on a les personnes qui continuent à entrer. Il est 14h04. Vous êtes de France, de Navarre, des dom-toms. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est sans doute le seul webinaire qui existe sur le travail temporaire, d'où cet afflux massif et ce plaisir de vous retrouver tous. Donc, je vais laisser la parole à Vincent Le Faucheur qui va démarrer en fait cette présentation. Donc, Vincent va vous parler de la demande d'activité partielle, la gestion de la paie et les ruptures de contrat. Alors que Olivier Blinière vous parlera de l'assurance crédit, de la facturage, de la garantie financière et de la souscription de prêts à la trésorerie. Vincent, je vous propose de démarrer tranquillement. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Vous avez remarqué que peut-être derrière le fond d'écran, je suis en direct du ministère du Travail, où je vais, non, blague mise à part, je m'apprêtais à aller rencontrer Muriel Pénicaud pour lui dire tout le bien qu'on pense d'elle et de ses circulaires qui tardent à être publiées. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais vous faire en ce vendredi et 3e semaine de confinement. Alors, bien évidemment, comme les fois précédentes, comme la fois précédente, vous aurez un compte rendu écrit, hein, donc ne vous inquiétez pas. Le format du webinaire ne peut pas permettre effectivement d'aborder les sujets d'une très grande complexité en matière de paye. On va brosser effectivement les grands traits. Alors, je vais tout d'abord commencer par un sujet qui angoisse un certain nombre d'entre vous à juste titre, c'est la demande d'activité partielle. Vous avez reçu donc vos codes, vos identifiants, vous avez ouvert vos comptes de demande d'activité partielle. Alors, on vous a suggéré, d'ailleurs tout le monde a suggéré d'attendre un petit peu, notamment la publication de la circulaire de la semaine prochaine. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous
ont lancé leur demande dans les semaines qui ont précédé et ça a fonctionné, mais en tout cas, une grande majorité d'entre vous ont attendu. Alors, je rappelle, là, on va parler de la demande d'activité partielle pour les salariés temporaires. Je rappelle la problématique. Pourquoi on doit attendre? C'est que, en application d'une circulaire de 2013 et 2015, il ne peut pas y avoir d'activité partielle pour les salariés temporaires si les salariés de l'entreprise utilisatrice ne le sont pas en activité partielle. Donc, vous ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de vos clients ne sont pas en activité partielle. Beaucoup continuent à exercer leur activité, alors certes réduite, et donc par conséquent, en l'état actuel de la réglementation, encore ce n'est que 2 circulaires, beaucoup d'intérimaires ne peuvent pas être en activité partielle du fait que les permanents de l'entreprise auprès de laquelle ils sont détachés, ils ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le syndicat Prisme Emploi a fait une grosse opération de lobbying auprès des services du ministère pour faire admettre la mise en chômage partiel, la mise en activité partielle des intérimaires, en dépit du fait que l'entreprise utilisatrice ne soit pas en activité partielle. On décorrèle l'activité partielle de l'intérimaire, la mise en activité partielle de l'intérimaire avec celle éventuelle du client. Bon. Alors, on nous annonce effectivement une circulaire. Alors, au début, c'était peut-être une ordonnance, un décret, puis maintenant c'est une circulaire. Ça fait un peu petit bras vu l'enjeu, mais enfin bon, on est plus à ça près. Cette circulaire devrait être publiée courant de semaine prochaine et on sait d'ores et déjà, au travers de la communication du Prisme Emploi, que ce que pourrait être le contenu de cette circulaire. Alors, une chose est dorénavant presque certaine, quasiment certain, c'est que on peut mettre un intérimaire en chômage partiel, même s'il est détaché auprès d'une entreprise utilisatrice qui n'est pas en activité partielle. Pour autant, et c'est là la difficulté, pour autant, la circulaire risque d'exiger un certain nombre, je parle toujours pour les intérimaires, un certain nombre d'informations sur les ruptures de mission. Certes, l'entreprise a réduit son activité, ne s'est pas mise en chômage partiel, peut-être, mais pour autant, elle a demandé, elle a mis en arrêt, purement et simplement, les intérimaires au cours de leur mission. Et là, en message subliminal, il faut lire entre les lignes, au travers des dépêches du Prisme, on laisse entendre qu'on pourrait ne demander, on pourrait exiger de votre part toute information émanant du client sur la mise en arrêt des intérimaires. Alors, évidemment, les tam-tams et les signaux de fumée, ça ne marche pas, il faut une trace écrite, donc ça peut être un courrier, et ça, un certain nombre de gros donneurs d'ordre n'ont pas hésité à vous balancer des courriers recommandés vous annonçant la mise en arrêt des intérimaires pour cas de force majeure notamment. Ça peut être des courriers électroniques. Et pour le coup, ce qu'on a suggéré, et le Prisme vient de le confirmer aujourd'hui même dans une dépêche, écoutez, si j'ai pas le courrier du client ou si j'ai pas le courriel du client, parce que c'est aussi une réalité, il y a des entreprises qui, c'est tout juste, ils ont décroché le téléphone pour vous dire on arrête les intérimaires, j'ai rien. Dans ce cas-là, on va leur faire demander une attestation écrite. Alors, là aussi, il faudra faire preuve de grande agilité parce que on ne travaille pas tous qu'avec Vinci ou FH ou des grands donneurs d'ordre qui sont bien équipés. Vous travaillez souvent parfois avec beaucoup de TPE, PME. Et lorsque le patron ou le service paye ou le service RH est en confinement, comment on fait pour effectivement lui faire signer cette fameuse attestation? Et c'est là que vous allez devoir recourir à des outils que peut-être certains ne connaissent pas ou peut-être certains connaissent, comme Acrobat version professionnelle où on peut faire la signature à distance de manière gratuite, même si l'abonnement est payant, ou via des plateformes effectivement de signature électronique. Donc ça, effectivement, ça me semble important. Il ne peut pas y avoir de mise en chômage partiel des intérimaires si nous n'avons pas la trace, effectivement, de la mise en arrêt des intérimaires de la part, effectivement, des clients. Soit un courrier, soit un mail, soit cette fameuse attestation. Et je vais devoir évoquer le plan B. Ça ne va pas faire plaisir à certains qui vont me qualifier de pas politiquement et socialement correct, mais peu importe. Imaginons, et on sait très bien que c'est la réalité aussi de certains d'entre vous, imaginons que le client ne me donne pas de courrier, pas de courriel
et ne me renvoie pas l'attestation de mise en arrêt des intérimaires. Vous le savez que c'est des choses qui existent. Déjà, regardez la problématique des chômages intempéries, le bazar qu'on a pour obtenir ce document. Vous imaginez bien que le Covid-19, ça va leur passer au-dessus de la tête. Ben là, il faudra effectivement envisager des plans B qui ne seront pas très agréables à entendre, mais en votre qualité chez l'entreprise, on ne va pas payer des intérimaires et ne pas pouvoir refacturer, on va se foutre en l'air. Donc, il faudra envisager plusieurs options. La première option, et après, c'est comme un couteau suisse, vous prenez ce qui est plus adapté à chaque situation. Déjà, première option, c'est l'utilisation du compte épargne-temps. Un certain nombre d'entreprises ici présentes ont mis en place des comptes épargne-temps. Et il faut savoir que dans le cadre d'une ordonnance du 25 mars 2020, l'article 4 précisément prévoit la possibilité pour une entreprise, pas qu'une entreprise de travail temporaire, mais toute entreprise, d'imposer la prise sous forme de jours de repos des droits inscrits sur le compte épargne-temps. Donc, j'ai de l'argent sur le compte, j'ai des choux et des carottes, des IFM, des ICCP, des primes conventionnelles, eh bien, je peux, effectivement, en application de l'article 4, imposer, je dis bien imposer, pour une fois, ce qui n'est pas le cas en temps habituel, vous savez, imposer, moyen un délai de prévenance, l'utilisation de ce compte épargne-temps. Alors, si socialement, ça peut, est-ce que j'ai échangé hier avec Suzanne, qui se reconnaîtra si elle est présente, elle me dit, mais oui, mais c'est comme si on allait taper dans votre compte courant, comme si la banque vous se servait sur votre compte. C'est vrai. Donc, à manier avec beaucoup de discernement sur le plan social parce que ça peut effectivement avoir des dommages collatéraux. On peut, option 2, utiliser la souplesse négative. La souplesse négative, eh bien, évidemment, on va vous dire, mais c'est pas très loyal tout ça. Bah oui, mais là, on parle bien de situations où je ne peux pas mettre le salarié en chômage partiel, dans la mesure où je n'ai aucune indication de la part du client. Hein. Bien évidemment, si je peux mettre le salarié en chômage partiel parce qu'il m'a rendu l'attestation ou si j'ai un courrier, on ne va pas utiliser la souplesse négative, bien évidemment. Mais si on peut utiliser la souplesse négative, alors on peut discuter sur le plan juridique de savoir si c'est loyal, pas loyal, etc. Il peut y avoir des discussions juridiques. Maintenant, on parle de quoi? On parle de 3, 4, 5 jours, 10 jours grand maximum. Moi, je mets au défi à un intérimaire d'aller au prud'homme pour 3-4 jours de salaire. On l'a vu. Enfin, depuis la réforme la réforme prud'homale, hein, on est à moins 40% de contentieux prud'homaux en moins du fait de cette réforme, et je ne parle même pas du barème Macron. Option 3, c'est la signature d'un avenant de modification de terme. C'est-à-dire que j'ai un contrat qui a pour terme, je ne sais pas moi, le 18 avril, et là, je suis dans une impasse totale. C'est que je n'ai pas de document concernant le client sur la mise en arrêt de l'intérimaire. Et là, il faut bien que je fasse quelque chose. Je ne peux pas utiliser les deux autres options. Bah, je peux proposer à l'intérimaire d'opérer la signature d'un avenant modifiant le terme. C'est-à-dire que le terme était initialement au 18. Je le ramène à, par exemple, le 3 avril à ce jour. Il touchera les IFM, bien évidemment. Et il sera en fin de mission. Donc, il touchera le chômage. Il sera en fin de mission dès le 3. Bon, c'est techniquement envisageable, socialement, à vous de voir effectivement comment l'utiliser, parce que ça peut être mal vécu. Mais globalement, le retour qu'on a eu du terrain, c'est que les intérimaires, parfois, ça les arrange bien de se retrouver dans des situations un peu plus claires et trop d'autrement dans le chômage. On est bien, encore une fois plus, j'insiste bien, dans une situation où je ne peux pas mettre les intérimaires, je dirais en chômage partiel. Option 4, là c'est Hiroshima, excusez-moi du terme, c'est la rupture pour cas de force majeure. Alors, vous avez vu la littérature des uns et des autres, de certains syndicats, le MEDEF, le PRIS, qui ont considéré que le Covid-19 n'est pas en soi un cas de force majeure. On peut en discuter. Hein, on peut en discuter. En tout cas, la Cour d'appel de Colmar a rendu une décision le 26 mars, première décision, en invoquant le fait que le Covid-19 pouvait être qualifié de cas de force majeure. Alors vous me direz, ce n'est que je dirais, la Cour d'appel de Colmar, mais c'est déjà une grosse Cour d'appel. Mais c'est effectivement un premier effectivement, élément. Et puis, à supposer un conseil de prud'homme, ce qui est tout à fait envisageable, parce que le débat juridique, il existe, hein, je ne prétends pas que c'est assurément un cas de force majeure, et ça peut l'être, ça peut se discuter. Mais là, on parle effectivement, pour 90% des contrats,
de risque financier pour l'entreprise dans le cas d'un contentieux très faible. On parle de quelques jours de contrat. Hein. Donc là aussi, il faut faire du droit pour faire du droit, ça ne sert à rien. C'est aussi mesurer son niveau de risque. Donc de ce point de vue-là, pour moi, l'option 4 est à utiliser. C'est aussi une option parmi d'autres. Bon. Voilà, j'ai fini sur cette partie demande d'activité partielle. Bien évidemment que dans le cadre de compte rendu, je serai un peu plus loquace ce week-end, quand vous l'aurez lundi. Marion, y a-t-il des questions sur ce premier thème relatif à la demande de chômage partiel? On t'entend pas, Marion. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous et désolé pour ce petit souci technique. Alors en effet, il y a beaucoup de questions, donc j'ai dû en sélectionner quelques-unes. Donc notamment une de Romain qui nous demande: l'attestation de l'entreprise utilisatrice est-elle nécessaire au moment de la demande d'autorisation de recours au chômage partiel ou uniquement lors de la demande d'indemnisation? Alors, il est clair que vous avez un risque majeur de vous voir refuser votre demande préalable d'activité partielle si vous n'avez pas joint ces documents-là. Hein. On a eu des cas d'entreprises qui se sont vues refuser, notamment à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Géraldine se reconnaîtra si elle est là, qui nous a évoqué le fait, j'ai pas joint à ma demande de chômage partiel, de chômage partiel, la copie de la DPAP du client, et ça s'est vu refuser. Donc c'est bien au niveau effectivement de la demande préalable qu'on doit le faire. Autre question, Marion? Oui, alors une question de Céline qui nous indique: si nous avons déjà fait une modification du terme du contrat et délivré l'attestation Pôle emploi et que par la suite l'entreprise utilisatrice envoie un courriel par lequel elle informe du placement de ses permanents en chômage partiel, que fait-on? Waouh, là pour le coup, évidemment, je serais tenté de dire que socialement parlant, il vaudrait mieux évidemment mettre les choses à zéro et de mettre le salarié en chômage partiel. Le problème, c'est que ça risque d'être très perturbant pour le Pôle emploi. Bon, ceci dit, le Pôle emploi participe en partie au financement de l'activité partielle. Hein, donc, c'est aussi de l'intérêt du Pôle emploi d'accepter l'activité partielle parce qu'il y a une partie qui est à la charge de l'État. Donc, soyons pragmatiques. Tentons le coup, de toute façon, on n'a rien à perdre. Le salarié, au pire, il sera indemnisé au titre du chômage, mais tentons le coup de le faire passer au chômage partiel. N'oublions pas, et je crois que vous êtes tous très avertis à ce sujet, on a besoin de chouchouter nos intérimaires dans le cadre de la reprise, hein, pour certains en tout cas. Je vais aborder donc le deuxième sujet. Alors là, j'espère que vous êtes bien accrochés. Et vous avez accroché vos ceintures. On va aborder le sujet de l'indemnisation de l'activité partielle. Alors, la circulaire qu'on attend tous avec impatience, comme effectivement le Messie, je doute fort que les services du ministère, qui sont totalement débordés, et puis je vais être un peu méchant avec eux, mais bon, ils le méritent aussi, très éloignés des réalités économiques des entreprises, je ne suis pas certain, ou alors je peux me tromper, qu'ils vont nous donner un mode opératoire ultra détaillé sur comment calculer l'indemnisation de l'activité partielle pour nos intérimaires. Moi, j'y crois pas. Qui nous disent des généralités, ça c'est certain. Qui nous disent qu'on n'a pas besoin que les permanents soient en AP, ok. Mais sur le détail, je pense qu'on risque de rester sur notre faim. Donc, on va devoir effectivement peut-être faire des arbitrages. Bon, rappelons tout d'abord la règle de base qu'on a vue la fois dernière, la semaine précédente, concernant les permanents. L'indemnité d'activité partielle est égale à 70% de la rémunération brute, servant d'assiette de l'indemnité de congé payé sur la base de la règle du maintien de salaire. Moi, le problème déjà, comment je fais pour les intérimaires? Parce que les intérimaires, je suis désolé, mais je ne calcule pas d'indemnité de congé payé. Je calcule une ICCP à la fin de la mission, mais pendant la mission, je ne calcule pas d'ICP parce qu'ils ne prennent pas de congé payé au même titre que les permanents. Bon, donc on va devoir raisonner de manière le plus pragmatique possible. Bien sûr, tout ça sera confirmé par écrit et j'ai vu que beaucoup de questions très techniques ont été posées. Je ne peux pas l'évoquer dans le cadre du webinaire, mais on le prendra en compte dans le cadre du compte rendu, je vous rassure. Déjà, il y a une première étape. Pour calculer mon taux indemnisable, il faut d'abord que je détermine une assiette. Parce que, évidemment, un taux, c'est quoi? Je ne suis pas très bon en mathématiques, mais c'est un montant que je divise par un nombre d'heures. Bon. Alors, le montant, c'est quoi? Je vais, pour le coup,
par souci de parité de traitement, déterminer cette assiette, donc ce montant, selon les mêmes règles que je ferais pour les permanents. Je rappelle l'arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu en 2017 dans le cadre d'un litige qui a opposé Manpower à un salarié intérimaire sur le 13e mois, où le 13e mois, la Cour de cassation avait dit pour les permanents, le 13e mois est exclu de l'assiette de l'ICP, indemnité congé payé, et donc par souci de parité de traitement, on va en faire de même pour les intérimaires. Donc, on va raisonner de la même manière que la Cour de cassation l'a fait pour le 13e mois. Et donc là, quels sont les éléments de paye que je vais prendre en compte pour déterminer l'assiette indemnisable? Le brut, la majoration pour les heures supplémentaires ou complémentaires, majoration pour travail le dimanche, les primes d'ancienneté, les primes d'entretien, les primes pour travail de nuit, les primes d'astreinte, etc. On vous fera la liste dans le détail. Par contre, ce qui n'entrera pas, y compris, là aussi j'insiste là-dessus, même s'il peut y avoir débat, les paniers soumis à charge. Comme vous savez, dans le bâtiment, quand on verse un panier à 10 €, la limite d'exo est à 9,30 €, on a X, le différentiel qui est soumis à charge. Donc, à mon sens, il rentrera dans l'assiette de calcul de l'horaire pour la détermination de l'indemnité. Ce qui n'entrera pas, c'est les primes exceptionnelles, les tickets restaurants, bien évidemment, les primes de transport non soumis à charge et les primes de panier non soumis à charge. Là, j'ai déterminé, dans les grandes lignes, le montant. Maintenant, c'est bien beau déterminer le montant, mais ce montant, je l'apprécie sur quelle période? Parce que c'est facile pour les permanents. La période, c'est celle qui précède la prise des CP. Si je prends des CP en mars, la période de référence dans le cadre de la règle du maintien de salaire, c'est février. Oui, mais le problème pour l'intérimaire, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que nous proposons, on n'a pas du tout la prétention de dire ce que c'est forcément ça, mais enfin bon, on va essayer d'être le plus pragmatique possible. On va prendre comme premier cas un intérimaire qui n'a pas encore su sa paye avant sa mise en chômage partiel. C'est par exemple l'exemple d'un contrat du 2 mars au 27 mars et il est mis en activité partielle le 20 mars. Donc, il n'a pas reçu sa paye encore du mois de mars. Qu'est-ce que je vais reprendre comme assiette? Nous, ce que nous proposons, j'espère que le ministère nous entend, je vais peut-être aller voir Muriel tout à l'heure puisqu'elle est derrière moi. L'assiette, ce qu'on propose, c'est la rémunération brute perçue par l'intérimaire avant la mise en chômage partiel. Donc, dans mon exemple, du 2 au 19 mars, la période où il a travaillé, ça va être ma période de référence et ça va être mon montant à prendre en compte. Moi, je pense qu'il n'y a pas débat là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Étant précisé, là pour le coup, et là le prisme, là je pense qu'il n'a pas lancé dans une de ses dernières dépêches une information au hasard, il a bien précisé, je pense il relaie les informations de la circulaire, que la détermination de l'indemnité de chômage partiel se fait contrat par contrat. Hein. Donc, je ne prends pas le contrat précédent pour déterminer mon assiette. Ça, autonomie juridique des contrats, ça, c'est une information super importante qu'on a eue aujourd'hui ou hier. Donc, deuxième cas, j'ai un intérimaire qui a déjà été rémunéré avant sa mise en chômage partiel. Par exemple, c'est un long contrat, un contrat du mois de janvier au 27 mars et avec mise en chômage partiel le 20 mars. Donc là, il a reçu sa paye du mois de janvier, février, etc. Bon. Alors là, face à ce genre de situation, nous avons trois options possibles. La première, je pense que les éditeurs logiciels et les gestionnaires de paye vont me détester ou vont se suicider probablement. Première option possible, c'est je fais la moyenne de la rémunération perçue tout au long du début du contrat jusqu'à la mise en chômage partiel. Ça serait pas totalement déconnant, mais ce qui serait en termes de logistique, waouh, compliqué. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas ce que va dire la circulaire. Je suis pas certain que la circulaire évoque ce sujet-là. En tout cas, je l'espère. Deuxième option, je ne prends en compte que le dernier bulletin de salaire. Ce qui pourrait être quelque part à peu près une situation comparable à ce qu'on le ferait pour un permanent, hein, le mois qui précède la mise en chômage partiel ou le mois qui précède la mise en congé payé. Ou la troisième option possible, c'est uniquement la rémunération du mois de mars avant la mise en chômage partiel. Vous voyez que c'est très compliqué d'évoquer toutes ces options ensemble. Philippe, je vois que tu es arrivé. Bienvenue. Il faut que tu coupes ton micro. Merci. Troisième étape.
j'ai un montant que j'ai apprécié sur une période de référence. Là déjà, on a la tête qui explose. Je vais déterminer mon taux horaire indemnisable. Et là, qu'est-ce que nous dit la loi? La loi nous dit que, et là ça s'adresse à tout le monde, intérimaire permanent, l'indemnité horaire pour le chômage partiel est calculée en fonction de la rémunération brute, que nous avons déterminée avant, le fameux montant, l'assiette. Bon. Et cette indemnité horaire, nous dit la loi, elle est ramenée à 35 heures, c'est-à-dire qu'on doit le diviser par 35 heures, même si le salarié est soumis à un temps de travail supérieur à 35 heures. Alors, il y a, sur ce point précis, je le préciserai dans le détail, 2 exceptions, ça concerne les horaires d'équivalence, notamment les chauffeurs. Courte distance, c'est 39 heures l'horaire d'équivalence, donc on fera par 39 la division pour déterminer le taux horaire. Et pour les longues distances, ça sera 43 heures, mais c'est uniquement pour ces 2 catégories de salariés, et je crois aussi dans la restauration, il faut que je vérifie ce point-là ce week-end, donc on le divise par 35, ou si la durée de travail est inférieure à 35 heures, par exemple, j'ai une durée qui est stipulée au contrat à 20 heures, ça sera divisé par 20 heures. Alors, donc, bien évidemment, les heures sup sont neutralisées. Donc, comment je vais déterminer le nombre d'heures? Puisque j'ai un montant, il faut que je divise par le nombre d'heures. Eh bien, je vais effectivement déterminer un nombre d'heures sur la période de référence avant la mise en chômage partiel. Donc, ça dépend de la période de référence que nous avons pris. Vous avez vu effectivement les différentes options qu'on a. J'ai enfin déterminé mon taux horaire indemnisable. Alors maintenant, on va voir une situation inouïe. Et là, Philippe se reconnaîtra puisqu'on a longtemps échangé hier et encore ce matin. Quid des salariés payés au SMIC? Alors, parce que 70% de la rémunération brute pour quelqu'un qui est payé au SMIC, c'est 10,15 € fois 70, ça fait 7,10 €. Et tout le monde est focalisé sur les 8,03 là. Vous avez tous remarqué, oui, mais on ne peut pas. Et là, il y a eu effectivement une erreur. Les 8,03, ce n'est pas ce que je dois garantir aux salariés, c'est le montant de l'allocation que l'État doit à minima rembourser à l'entreprise. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde a confondu l'indemnité de chômage partiel que le client, enfin que l'employeur doit verser, de l'allocation que l'État doit rembourser à l'entreprise. Et le texte nous dit 8,03, c'est l'allocation minimale sur laquelle, que l'État doit rembourser effectivement à l'entreprise. Alors, le problème, c'est que pour les gens payés au SMIC à 7,10, ça risque un peu de piquer, comme on dit. Et donc, a été mis en place un mécanisme que nous avons vu la fois précédente pour les permanents, c'est la rémunération minimale mensuelle, c'est-à-dire 8,03 fois 151,67, c'est-à-dire 1217,91, c'est-à-dire qu'on ne doit pas payer quelqu'un au chômage partiel à moins de 1217 €. Problème, c'est que les intérimaires sont clairement exclus. C'est ce que dit le texte. Point. Alors, on s'est dit, on peut peut-être rattraper le coup, parce que qu'est-ce qui fait chuter aussi? Parce que le problème, c'est que si je fais 7,10, il y a aussi le problème de la CSG. Le problème de la CSG, donc si je dois considérer que le 1217,91, c'est-à-dire que le 8,03, ça ne s'applique pas à l'intérimaire, ça voudrait dire que je devrais indemniser le salarié intérimaire à 7,10, moins la CSG, ce qui ferait un net à 6,63 €. Et là, vous imaginez, sur le plan social, la boucherie, mais surtout le scandale politique que ça pouvait générer, c'est que moi, employeur, je rémunère net mon salarié à 6,63 € au SMIC, net de tout, et je me fais indemniser sur la base de 8,03. Alors voilà comment se fait de la marge en étant en chômage partiel. Bon, ça peut faire prêter à sourire, mais je pense que c'est pas possible. Alors, il y a cette règle, il y a une règle, on dit mais vous inquiétez pas, il y a la règle d'écrêtement de la CSG-CRDS. C'est-à-dire que dans le chômage partiel, notamment, il existe des dispositifs qui permettent d'écréter, enfin neutraliser en quelque sorte la CSG-CRDS pour garantir un taux horaire à 8,03. Problème,
article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2020, article 11, ordonnance. C'est ce qu'on apprend des étudiants de première année de droit. Ça, c'est une valeur législative. L'article 11 exclut purement et simplement l'application de l'écrêtement à l'indemnité d'activité partielle. Là, on se dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Je pense que le ministère n'a pas vu la connerie de l'article 11. Et là, et en plus, le ministère confirme dans une dépêche, vous savez, les questions-réponses qui sont mises à jour là tous les 2 jours. Le 1er avril, le ministre, enfin ses services, confirme l'article 11 en disant ça s'applique pas, hein, l'écrêtement ne s'applique pas aux intérimaires. Donc ça veut dire qu'en gros, le 1er avril, là, jusqu'à 18h30 le 2 avril, on devait payer les intérimaires 6,63 €. Bon, vous imaginez le bazar. Et là, je pense que les services du ministère se sont réveillés de leur léthargie. Alors, leur décharge aussi, hein, c'est pas facile de gérer cette situation-là. Le 2 avril à 18h30, revirement de position dans une question-réponse. Et comme par hasard, la question-réponse du 1er avril a disparu corps et âme. Donc, si vous ne faites pas des captures écran, vous ne vous apercevez pas ce qui s'est passé avant. Et là, ils disent, je reviens, la règle de l'écrêtement, elle s'applique. Évidemment, socialement parlant, c'est juste, mais enfin, quelle péripétie, quelle insécurité juridique. C'est-à-dire que tous les 4 matins, quand on ouvre ses volets le matin, bah, on ne sait pas quelle règle va changer dans la nuit du dimanche au lundi. Enfin, c'est un vrai scandale. Bon, bref, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, on va devoir appliquer la règle d'écrêtement. En gros, on va neutraliser la CSG-CRDS pour faire en sorte de garantir, en dépit du fait que la loi, l'ordonnance, l'exclut, hein, mais bon, ça c'est un débat juridique. On doit garantir aux salariés 8,03. J'ai une pensée émue pour les éditeurs de logiciels qui vont devoir faire application de cette règle d'écrêtement. Bonjour. Parce que pour quelqu'un qui est payé au SMIC, pas de problème, mais plus quelqu'un qui est payé à 10,20 €, 10,25 €, 10,50 €, bah, il va commencer à payer un peu plus de CSG-CRDS. Et vous imaginez les méthodes de calcul savantes qu'il faudra opérer. Je doute fort, et alors des charges, qu'ils soient prêts pour les prochaines payes. Donc là, il faudra qu'il y ait des arbitrages très sévères que vous ayez avec eux, de savoir où ils en sont là-dessus, quitte à opérer des régularisations. Peut-être il y aura des régularisations au mois d'avril. En revanche, ce qui est fondamental, et là, si peut-être les gens du Prisme ou des membres du conseil d'administration du Prisme entendent, c'est évidemment, cette circulaire qui vient contredire l'ordonnance, bon ça, à la rigueur, on s'en fout parce que c'est l'État qui va nous indemniser et l'État va pas nous dire non, mais la circulaire, elle peut pas contrevenir à l'ordonnance, donc je vous indemnise pas. Ça serait politiquement pas correct. Mais il faut le sécuriser pour l'URSSAF. Parce que l'URSSAF, elle s'en fout de la question-réponse du ministère. Ça ne lui est pas opposable. Et là, effectivement, le problème, c'est qu'on a besoin d'une circulaire de l'ACOS qui vienne confirmer, publier, hein, qui soit opposable à l'URSSAF et qui vienne, qu'on ne soit pas emmerdé l'année prochaine lors d'un contrôle sur effectivement cette problématique de j'ai écrété alors que je ne devrais pas l'écréter. Il faut une circulaire de l'ACOS qui vienne effectivement. Il n'y a pas d'urgence, mais ça serait bien qu'on y pense. Alors, pour les CDI intérimaires, je vais, moi, raisonner comme pour les permanents. C'est-à-dire que un salarié en CDI intérimaire qui est en chômage partiel en mars, je vais, s'agissant, il a beau être intérimaire, mais sur les congés payés, j'applique les règles de droit commun. J'applique les règles de droit commun comme pour les permanents. Donc, je vous invite à vous reporter effectivement à mes explications sur les permanents. Je le repréciserai dans les comptes rendus écrits, c'est-à-dire, je vais prendre comme assiette, comme période de référence, février. Alors, un autre point sur effectivement l'activité partielle, on parle d'indemnité complémentaire. Un certain nombre d'entre vous, pour leur permanent, d'évoquer la possibilité d'assurer une indemnité complémentaire pour aller au-delà des 70%. Parce que bien évidemment, on pense à la reprise, il faut fidéliser tous nos collaborateurs. On sait que c'est possible. On sait que depuis, alors je ne sais plus quelle ordonnance, parce que ça va tellement vite, je perds le fil. Il est possible effectivement que cette indemnité complémentaire soit versée. Elle aura le même traitement social et fiscal que l'indemnité légale. À ceci près, il y a 2 réserves. 1, elle n'est pas prise en charge par l'État, donc ça c'est un reste à charge pour vous. Et 2,
Elle est limitée effectivement à 35 heures. Elle est plafonnée à 35 heures. Au-delà, c'est soumis à charge sociale. Je referai un petit point là-dessus par écrit. En revanche, sachez que si vous souhaitez mettre en place cette indemnité complémentaire, il faut le faire soit dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise. Donc, ceux qui ont la joie et le bonheur d'avoir des délégués syndicaux, bah, c'est via eux qu'on signe un accord. Et ceux qui n'ont pas cette joie, vous allez devoir le formaliser dans le cadre d'une décision unilatérale, une DIE. Faites-le parce qu'en cas de contrôle URSSAF, ils vont considérer que cette indemnité doit être effectivement soumise à charge. Et là, je vois les pop-up arriver de Marie-Christine sur « et si je la verse au permanent, qu'en est-il des intérimaires ?» C'est effectivement, elle me coupe l'air sous le pied ou du moins elle me fait la transition. On a un vrai souci avec les intérimaires. Alors on va dire, mais il n'y a jamais de parité de traitement entre les permanents et les intérimaires. Si par exemple, je verse des tickets restaurants à des permanents, jamais on s'est posé la question parité de traitement avec les intérimaires. Pourquoi? Parce que le statut social en ce qui concerne la rémunération des intérimaires, c'est celui qui est en vigueur chez le client. Donc, s'il y a des tickets restaurants pour les permanents, il n'y en a pas pour les intérimaires, sauf si l'intérimaire travaille chez un client où il y en a. Oui, mais il y a un certain nombre de sujets pour lesquels ce n'est plus les règles en vigueur chez le client qui s'appliquent, c'est les règles en vigueur au sein de l'employeur juridique que je suis, moi, entreprise de travail temporaire. Je prends l'exemple de la participation au résultat, l'exemple de l'intéressement, l'exemple de l'épargne salariale de manière générale. Ça, c'est moi qui reprends la main. Et pour l'activité partielle, c'est moi, employeur juridique, qui détermine les règles du jeu. Et là, on a un vrai souci juridique. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse absolue, mais je suis obligé, nous sommes obligés d'attirer votre attention sur le fait que si vous le versez aux permanents et pas aux intérimaires, il y a un risque à ce que les intérimaires, via une organisation syndicale, je les sens un peu chaud bouillant, hein, plusieurs de vos confrères ont reçu des lettres très sympathiques d'organisations syndicales au demeurant très sympathiques, genre Sud, Solidaire et CGT, sur des problèmes de rupture pour cause force majeure, excusez-moi. Donc là, évidemment, on a un risque à ce que vous soyez condamné sur le terrain judiciaire à verser aux intérimaires l'indemnité complémentaire. Je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a un risque, en tout cas là-dessus. On essaye de trouver une parade juridique, c'est compliqué. On avait envisagé avec Nicolas, un de mes collaborateurs, de mettre en place une règle d'ancienneté pour éviter de ne pas tout le verser à tout le monde. Ça s'avère un peu périlleux sur le plan juridique. En tout cas, sachez une chose, que là, on prend un risque. Donc, pour le coup, à vous effectivement de voir. Dernier point pour finir ce deuxième chapitre, la fameuse prime PEPA. Alors, la fameuse prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Vous avez vu beaucoup d'enseignes de la grande distribution ont annoncé tambour et trompette, la prime Covid, on est très sympathique avec nos collaborateurs qui défient chaque jour le méchant virus, etc. Oui, enfin c'est ni plus ni moins la prime PEPA. La PEPA qui est la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat. Et donc, le gouvernement est intervenu hier ou avant-hier, je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais même plus quel jour on est d'ailleurs, dans le cadre d'une ordonnance où cette prime PEPA qui existe, en fin de compte, on fait que recycler une prime qui existe déjà, qui est déjà financée dans le cadre du budget de l'État. D'abord, qu'est-ce qui change? C'est que bon, la limite d'exo est toujours de 1 000 €. La différence, c'est qu'on n'y a plus besoin d'accord d'intéressement pour pouvoir effectivement la verser. En revanche, cette prime peut être portée à 2 000 € s'il y a un accord d'intéressement. Et la date de versement peut être portée au 31 août au lieu du mois de juin. Et je rappelle que là, pour le coup, c'est extrêmement important. Si elle est versée aux permanents, elle est versée aux intérimaires s'ils remplissent toutes les conditions, et bien évidemment, fixées par la DUE du client ou l'accord, et être présent à la date de versement. Il y a un certain nombre de clients qui disent vous la versez à vos intérimaires si vous voulez, mais si vous me le facturez, moi je sors le fusil. Bon, ça commence le bras de fer encore avec écoutez, quand la reprise sera là, vous penserez à eux, hein, surtout sur des métiers pénuriques. Voilà sur le dernier sujet, de ce sujet. Marion, quelques peut-être questions? Ah, votre micro. Votre micro, Marion. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez déjà répondu dans vos développements. Une question néanmoins qui est revenue 2-3 fois, c'est de savoir si sur la période d'activité partielle, les ETT doivent verser l'IFM et l'ICP. Ah oui, tout à fait. Alors là, oui, j'avais oublié ce sujet hyper important et ô combien polémique. Je vais me faire beaucoup d'amis chez certains.
Alors, la question est de savoir si l'indemnité d'activité partielle ouvre droit à IFM ICCP ou autrement dit entre dans l'assiette de calcul des IFM ICCP. Sur l'IFM, je pense que là, pour le coup, on est à peu près tous d'accord pour dire que l'IFM n'entre pas. Enfin, que l'activité et l'indemnité partielle n'entrent pas dans l'assiette de l'IFM. Pourquoi? Parce que l'assiette de l'IFM, c'est la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée aux salariés. Or, comme on sait que l'indemnité d'activité partielle n'est pas soumise à charge sociale, à cotisation sociale, elle n'entre pas. Idem pour nous, s'agissant de l'ICCP. Mais là, on vient de nous opposer un autre texte en disant non, c'est pas ça parce que c'est pas la même chose pour l'ICCP. On nous dit que la loi, et c'est une réalité, nous dit que la période d'activité partielle ouvre droit à des congés payés. Ouvre droit à des droits à congés payés. Oui, mais là, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est que les intérimaires n'acquièrent pas de droits à congés payés. Pourquoi? Parce qu'ils font l'objet d'un dispositif totalement dérogatoire du droit commun en ce qui concerne les congés. Ils n'acquièrent pas de droit à congé, mais en contrepartie, ils perçoivent une indemnité de 10% de la rémunération brute. Quelle que soit la durée du contrat, je vais vous donner un exemple précis. Alors certains vont dire ils radotent parce que je leur ai déjà raconté cet exemple. Prenez l'exemple d'un intérimaire qui travaille une journée. Une journée, 4 heures. Il décharge un camion. Et il a le droit à une ICCP égale à 10% de la rémunération qu'il a touchée au titre de ces 4 heures. Je prends un CDI dont le contrat est rompu au bout d'une journée parce qu'il a fait l'andouille, période d'essai rompue, ICCP 0. Nous ne sommes pas sur le même schéma. Donc pour nous, cette règle n'a pas vocation à s'appliquer. Et l'enjeu est de taille, parce que cette ICCP ne sera pas, à notre sens, effectivement, peut-être pris en charge par l'État. Et là, la circulaire, je peux vous dire que c'est pas au ministère du Travail de nous dire, c'est pas eux de faire la loi, enfin à créer des règles de droit, même s'ils passent leur temps à le faire. En tout cas, il y aura un vrai débat, mais voilà notre position là-dessus. Elle peut être contestée. Le prisme a eu l'humilité de dire, bah on ne sait pas, on attend l'avis du ministère. Enfin bon, je ne sais pas si le ministère va répondre sur ce sujet-là. Autre question peut-être, Marion? Alors, une question qui vient d'arriver de Céline, qui me demande s'il est possible de verser l'indemnité complémentaire sur le mois de mars et par exemple de décider de ne plus la verser sur le mois d'avril. Pour moi, oui, dans le cadre d'une décision unilatérale, c'est un engagement unilatéral, je peux effectivement le faire, mais il faut que les règles du jeu soient très clairement définies. D'accord. Et une dernière question de Karine, qui nous demande si les règles relatives au régime fiscal et social de l'indemnité complémentaire sont bien applicables à compter du 16 mars, et donc pas uniquement à compter du texte qui le prévoit. Alors, à compter du 16 mars, là j'ai un petit doute. Je crois que l'ordonnance qu'il a prévue est d'application immédiate. Il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc là, effectivement, je reprendrai sa question à Karine et je la mettrai dans. Il faut que je réfléchisse un petit peu, il faut que mon cerveau aussi se repose, mais je répondrai dans le cadre du compte rendu. Je vais finir avant de laisser la parole à Olivier. Madame la timekeepeuse, je suis dans les délais ou pas? Pas du tout, mais on peut déjà avertir nos participants que le webinaire va durer un peu plus longtemps que prévu pour qu'on ait le temps de bien entendre aussi le deuxième intervenant. Donc, prévoyez un peu de temps avec nous. Exactement. Vous allez prendre un goûter avec nous. Nous, on a toujours 426 participants. Merci en tout cas pour votre fidélité. Dernier sujet, il va être un petit peu plus rapide parce que je ne peux pas rentrer dans un détail trop technique. Ça n'a pas de sens, mais c'est l'indemnisation des arrêts maladie, des arrêts de travail dans le cadre de ce qu'on appelle le Covid-19. Ce mot-là me sort par les yeux, mais bon, c'est le terme technique, Covid-19. Alors, on a deux choses. On a les IJSS, indemnités journalières de sécurité sociale versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, et on a l'indemnité complémentaire qui peut être versée par l'employeur ou une institution de prévoyance. Alors là aussi, pour les gestionnaires de paye, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être très très fatigués à la fin de cette période de confinement, puisque il faut distinguer, vous savez qu'il y a plusieurs types d'arrêts de travail au titre du Covid. On a garde d'enfants, cas contact, c'est-à-dire que je suis en contact avec quelqu'un potentiellement atteint d'eux, personnes à risque, par exemple des gens atteints d'obésité, problèmes cardiovasculaires ou autres, et des cas avérés de Covid. Pour les trois premiers, garde d'enfants, cas de contact et personnes à risque, il n'y a plus de carence
pour les IJSS avant le 24 mars 2020, donc depuis le début du confinement. Par contre, pour le cas avéré de Covid, les arrêts de travail, si vous avez contracté le Covid avant le 24 mars, eh ben vous avez la carence, c'est dommage, c'est 3 jours. Si vous avez contracté le Covid après le 24 mars, vous n'avez plus de carence. Voilà. Ça allait expliquer ça aux gens après, ça c'est un autre débat. Je veux dire, je comprends pas qu'on ne l'ait pas prévu déjà dès le début, mais enfin ça c'est un autre débat. Sur le versement de l'indemnité complémentaire, là aussi, on va devoir faire la distinction entre la situation jusqu'au 25 mars et après le 25 mars. Donc pour la paye, ça va être un vrai sport. Jusqu'au 25 mars, alors on va parler des intérimaires. Hors Covid-19, donc hors personne, on va distinguer entre les intérimaires qui ont moins de 414 heures et ceux qui ont 414 heures. Ceux qui ont moins de 414 heures, il n'y a pas d'indemnité complémentaire pour les arrêts de travail jusqu'au 25 mars 2020. Ils n'ont que les IJSS pointe à la ligne. Pour les intérimaires qui ont au moins 414 heures de travail, il faudra choisir entre, il faudra effectivement appliquer le système conventionnel avec l'accord de branche avec une carence de 3 jours. Et pour les arrêts de travail Covid, pour ceux qui ont moins de 414 heures, pareil, pas d'indemnité complémentaire. Et puis ceux qui ont 414 heures, là aussi, il y a la carence de 3 jours. Et là, pour le coup, depuis le 25 mars 2020, hors Covid, parce que manifestement, ceux qui sont atteints du Covid sont quand même maltraités par le pouvoir réglementaire, je ne comprends pas. Donc, depuis le 25 mars 2000, les intérimaires qui ont moins de 414 heures, alors avant le 25, ils n'avaient pas d'indemnité complémentaire, maintenant, ouf, ils ont une indemnité complémentaire sans carence. Mais c'est l'indemnité légale, puisque c'est vous qui allez la verser. C'est pas le régime effectivement de prévoyance qui va l'appliquer, puisque vous savez que le régime de prévoyance ne concerne que ceux qui ont plus de 414 heures. Donc là, pour le coup, les arrêts de travail postérieurs au 25 mars, hors Covid, il y a l'indemnité complémentaire qui est versée par vous et il n'y a pas de remboursement, c'est à votre charge, mais sans carence. Et ceux qui ont au moins 414 heures, on va prendre effectivement le régime prévu par l'accord de branche, mais avec un délai de carence de 3 jours pour le coup. Et pour les arrêts de travail classiques et les cas avérés de Covid, là, il y a carence pour l'indemnité complémentaire. Pour le coup, rien n'est prévu pour les moins de 414 heures, il y a toujours la carence. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse. Donc voilà, on va vous le coucher tout ça par écrit avec des tableaux parce que c'est compliqué de le retenir comme ça verbalement, mais ça promet encore un vrai sport, encore une grande complexité pour les payes effectivement du mois de mars. Bon, écoutez, on va devenir les champions de la paye. Après, plus rien ne pourra nous faire peur. Marion, est-ce que vous avez des questions concernant ce chapitre ? Alors, une question, pour la déclaration arrêt garde d'enfant, doit-on faire le renouvellement sur le site Amélie alors que le contrat de mission est terminé? Non, là pour le coup, c'est terminé, il passe au chômage. Il est en fin de mission. Sinon, c'est de la fraude. Et là, vous avez un risque en plus, effectivement, qui vous demande une requalification en CDI. C'est pas le moment d'aller. Remarquez, les conseils de prud'homme, l'avantage, ils sont fermés. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon. Ok. Écoutez, merci en tout cas. J'espère avoir été à peu près clair. Évidemment, tout ça est sujet à interprétation, discussion. Nous n'avons pas la prétention, effectivement, je dirais, d'être parole d'évangile, mais voilà. On verra à peu près la circulaire, mais je pense qu'on va devoir malheureusement arbitrer. À vous, Jocelyne, pour laisser la parole ensuite à Olivier. Merci. Eh bien, écoutez, merci Vincent. C'est Olivier Blinière donc, qui prend le relais de Vincent. Olivier va aborder 5 sujets, dont quatre sujets, dont le dernier, certainement le plus important, la garantie financière, l'assurance crédit, les sujets de l'affacturage et enfin la souscription du prêt à la trésorerie. Donc, Olivier, c'est à vous. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, on va essayer d'aborder ces différents sujets qui sont un peu plus financiers que ceux évoqués précédemment par Vincent. Et pour certains qui représentent des sujets un peu anxiogènes, donc on va essayer d'apporter le plus de sérénité possible dans cette période de stress intense.
Le premier des sujets, bien sûr, concerne la garantie financière. La garantie financière est un sujet important qui arrive bientôt, qui est d'actualité, puisque les renouvellements doivent s'opérer pour ceux qui clôturent leur compte au 31 décembre. Le renouvellement doit s'opérer au 30 juin. Et de ce point de vue-là, rien n'a changé. Il n'y a pas de prorogation dans les délais en termes de renouvellement de cette garantie financière. Globalement, on peut s'interroger sur les conséquences de la crise actuelle sur le mécanisme de la garantie financière. Je serais tenté de dire que à la fois rien n'a changé et tout a été modifié par cette nouvelle crise. Rien n'a changé, notamment en termes de délai de renouvellement. Pour le moment, on est toujours sur une période de renouvellement au 30 juin. Rien n'a changé aussi puisque l'analyse porte toujours sur les mêmes aspects. Et tout d'abord, l'arrêté des comptes au 31 décembre, qui est la base de l'analyse de vos sociétés pour savoir si vous êtes dans un schéma favorable en termes de renouvellement de la garantie financière. Il y a bien sûr donc l'analyse des comptes. Il va y avoir, et c'est généralement, quel que soit le garant, les différents aspects qui sont étudiés, les risques que vous pouvez constituer en termes de cotisation sociale, URSSAF ou retraite, les risques qui sont liés aux éventuels déséquilibres de financement ou au mode de financement que vous pratiquez, les risques qui sont liés à votre clientèle, et notamment aux clients qui ne seraient pas eux-mêmes garantis et qui pourraient constituer un risque important pour votre entreprise, et globalement les risques en termes de rentabilité globale de la structure, également les anomalies qui peuvent être détectées lors de ces audits ou des analyses des garants, notamment en termes d'anomalies de paiement de la TVA ou d'autres aspects. Tous ces sujets-là ont toujours été des sujets analysés et resteront de la même manière analysés pour le renouvellement de votre garantie financière. En même temps, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'on ne peut pas se limiter à l'analyse de comptes qui ont été arrêtés au 31 décembre, alors que depuis, il y a un événement extrêmement important qui est venu bouleverser la donne, qui concerne bien sûr le mécanisme, les effets de la pandémie. Premier effet étant sur le volume d'activité et la perte d'activité et de rentabilité. On ne peut pas se limiter à des comptes du 31 décembre, alors que l'on sait que depuis, l'activité a cessé pour un certain nombre d'entre vous, entre 75 et 90%. Donc cet aspect est assez naturellement étudié et étudié en matière de pérennité de l'entreprise. Quelle est la capacité de l'entreprise à passer cette période de crise? Quelle est sa capacité à redémarrer une fois que la crise sera terminée, et en attendant, comment est-ce qu'elle va gérer sa trésorerie notamment, et c'est un des aspects qu'on évoquera à la fin. Donc combien de temps ça peut durer? C'est le schéma essentiel et c'est la nouvelle donne quelque part de cette analyse. Néanmoins, et là je veux rassurant, les garants financiers savent très bien que l'activité va redémarrer. Ils savent très bien que vos sociétés seront quasiment toutes en perte, ou en tous les cas actuellement ne peuvent pas générer de résultats. Donc ça ne peut pas être le seul critère en termes de renouvellement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu de votre micro? Visiblement, on a des petits défauts de son. Merci. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Il faut que vous soyez assez près de votre micro, en fait. Bon. Donc, l'objectif de cette garantie financière, et en tous les cas des garants, c'est de continuer, je le pense, à accompagner les entreprises de travail temporaire. Et donc, ils vont parfaitement intégrer le fait que la situation est compliquée. Ce sont des acteurs permanents et engagés des sociétés de travail temporaire. Et donc, ne soyez pas trop stressés. Néanmoins, l'un des aspects nouveaux, c'est la pérennité de vos entreprises et surtout les mesures qui sont prises dans cette période de crise pour passer l'étape que l'on est en train de vivre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de garantie financière. Je ne sais pas, Marion, si vous avez tout de suite des questions éventuelles auxquelles on peut apporter des réponses, ou si je passe au sujet d'après. Alors, pas de questions pour l'instant. Bien. On pourra y revenir de toute façon après. Le deuxième point concerne l'assurance crédit. L'assurance crédit, il faut savoir que dans cette période de crise, les assureurs crédits ont eu une action, ou en tous les cas une démarche qui est relativement globale. Leur stratégie globale, elle consiste actuellement à décaler les délais en termes de déclaration de sinistre. Tous les acteurs de l'assurance crédit ont octroie un délai supplémentaire de 30 à 60 jours par rapport aux conditions contractuelles pour vous permettre de déclarer les sinistres que vous pourriez avoir. C'est un élément important.
Et en parallèle, la deuxième action qui est mise en place par ces assureurs crédits est celle de pouvoir indemniser plus rapidement les sinistres. Alors, ça dépend encore une fois des assureurs. Ils ont déterminé des seuils, mais des sinistres d'une valeur, je crois que pour certains, la valeur a été limitée à 50 000 euros, permettent une indemnisation rapide. L'objectif étant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté de trésorerie et que au plus rapidement, vous puissiez être garanti et rembourser des éventuels sinistres que vous déclareriez. Ce mécanisme provient aussi du fait que l'État a apporté une garantie à hauteur de 10 milliards aux assureurs crédits pour pouvoir couvrir ces différentes dépenses et pour pouvoir soutenir cette activité et faire en sorte qu'il n'y ait pas un arrêt brutal. L'autre phénomène qu'il faut intégrer en termes d'assurance crédit, c'est que les notations du secteur, les différents secteurs qui sont les plus impactés, vont être assez rapidement détériorés par les assureurs. C'est leur métier de gérer le risque et de l'anticiper. Donc, il est clair que la note qui est attribuée aux différents secteurs d'activité, voire même directement aux clients, va se dégrader sans attendre pour autant que ces différents clients aient produit leur compte. Donc, le mécanisme que l'on va assez rapidement déceler, mais qui était un mécanisme que l'on avait déjà constaté au cours de l'année, c'est la réduction progressive d'un certain nombre de garanties qui sont liées à des secteurs qui sont plus vulnérables et qui ont été impactés ou qui étaient déjà mal en point précédemment. Donc, le niveau de garantie d'un certain nombre de vos clients doit diminuer et le nombre de sociétés qui sont garanties diminue également. Alors, l'État a également réagi sur ce point, puisqu'ils avaient anticipé ce sujet, en apportant en fait un système de réassurance publique qui, à l'instar de ce qui avait été fait lors de la crise de 2008, permet d'apporter une garantie complémentaire, un petit peu sur le même modèle que le CAP et le CAP+, que l'on avait découvert il y a une douzaine d'années, afin de servir d'amortisseur en réalité dans la réduction des garanties et de maintenir un niveau de garantie suffisant pour les clients avec lesquels vous travaillez et donc ne pas trop limiter le volume d'activité que vous allez pouvoir continuer à générer avec les clients, bien entendu lorsque l'activité aura redémarré, puisqu'aujourd'hui on est rarement dans un schéma où on est en dépassement de garantie. Voilà un petit peu le constat qu'on peut faire sur l'assurance crédit. Je voudrais juste préciser également sur ce point que l'assurance crédit est un sujet qui est absolument stratégique, notamment pour les garants, puisque la défaillance de vos propres clients peut entraîner ou peut générer la défaillance de vos entreprises de travail temporaire. Donc, il est stratégique pour vous, il est également regardé par un certain nombre de garants comme étant un critère de bonne gestion, et donc la réduction potentielle des garanties des clients est un sujet qu'on a déjà connu par le passé, mais qui va devoir être intégré dans votre gestion et dans la gestion du risque. Voilà un petit peu ce que je voulais vous énoncer concernant l'assurance crédit. Encore une fois, Marion, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce point? Oui, alors une question qui vient d'arriver de Sandra, qui nous demande si le système de réassurance est-il opérationnel? Oui, le système de réassurance publique, on ne le voit pas directement, c'est la compagnie d'assurance qui elle-même se réassure, donc c'est un peu en back-office, mais il est théoriquement opérationnel, ça dépend bien sûr des acteurs, mais ils vont proposer, s'ils ne l'ont pas encore fait, d'apporter des assurances et des garanties complémentaires, en plus de celles qu'ils apporteraient eux-mêmes. Bien entendu, ça ne concerne pas tous les clients. Ce sont eux qui font l'arbitrage de ce genre de choses et généralement, ça a un coût supplémentaire, une réassurance et donc avec une tarification particulière pour obtenir des garanties complémentaires. Okay. Alors, une nouvelle question également qui oui. vient d'arriver. Donc, comment peut-on influencer l'assurance crédit? Qui conseille à nos clients de faire après pour assurer le paiement de leurs factures pour garder leur garantie? Oui. Alors ça, je voulais l'évoquer tout à l'heure, et notamment dans le thème qu'on va évoquer avec la facturage. Il est évident que les clients, vos clients, l'idéal, c'est qu'ils soient eux-mêmes solvables. Et l'un des moyens d'assurer leur solvabilité, c'est de souscrire le prêt garanti, et ce qui permet de disposer de la trésorerie nécessaire et donc de ne pas se retrouver dans un schéma de défaillance
et d'assurer le paiement dans les bons délais, et donc de ne pas se retrouver dans un schéma où on serait amené à déclarer un sinistre assuré ensuite par l'assureur crédit. C'est ce que l'on va évoquer dans quelques instants. Mais je pense que c'est le rôle également de l'ETT en termes de communication, de pouvoir intervenir sur ces différents aspects, puisque c'est dans le bénéfice, dans l'intérêt de tout le monde. Donc le point suivant que je vais évoquer concerne l'affacturage. Alors en termes d'affacturage, comment réagissent actuellement les sociétés d'affacturage face à la crise du Covid-19? Globalement, les contrats continuent de s'appliquer. Rien ne change, à l'inverse des sociétés d'assurance crédit qui ont eu une stratégie globale et relativement commune. Là, en ce qui concerne la partie affacturage, les contrats continuent de s'appliquer, les sociétés d'affacturage continuent de vous financer, mais bien entendu en étant prudentes sur le niveau et la qualité des encours. La première chose, c'est que, comme toujours, elles se calent sur les montants sur les couvertures d'assurance crédit. Alors, c'est toujours le cas lorsque le contrat d'affacturage est associé à l'assurance crédit. C'est également le cas lorsque le contrat d'affacturage est associé à un contrat d'assurance crédit, mais en délégation, c'est-à-dire qu'avec un autre assureur. Donc, il est assez rare mais ça peut arriver, et ça c'est une négociation au cas par cas, que le financement dépasse le montant de l'assurance qui est apportée. Donc, on est toujours dans ce schéma-là, avec un financement de créances généralement assuré. Donc, on va se caler sur ce montant. Et bien entendu, on peut être amené à avoir des refus en termes de financement, puisqu'on va être limité en termes d'encours. Tous les aspects que l'on voit en termes de société d'affacturage répondent à des négociations finalement individuelles. Là, il n'y a pas de mesure de l'État qui vient en ce moment, en tous les cas, modifier le mode de fonctionnement de ces sociétés d'affacturage. Donc, à chaque fois, c'est une négociation avec la société d'affacturage qui généralement dépend de l'historique du contrat et du relationnel que vous avez, qui dépend également du courtier qui intervient et qui peut être le bon intermédiaire pour négocier un certain nombre de choses, notamment en matière de définancement. Puisque la situation nouvelle qui intervient avec la crise que nous connaissons, c'est le risque que le cycle de financement se grippe et que vos clients, à un moment, cessent de payer. On a vu quelques attitudes comme ça de clients qui prenaient l'initiative, d'ailleurs assez ouvertement, en l'écrivant, en disant que ils refusaient de payer telle ou telle facture pour gérer leur propre trésorerie. Et donc, ce mécanisme qui grippe finalement le crédit interentreprise est un mécanisme qui peut conduire au définancement, puis à la difficulté de trésorerie des différentes sociétés. Donc, on va, dans la mesure du possible, pouvoir négocier avec les entreprises, les sociétés d'affacturage pour obtenir des délais et ne pas être définancés tout de suite. Et ça, c'est un des éléments. Le schéma que l'on doit absolument anticiper, c'est ce risque de définancement qui est lié aux clients qui ne payent pas. Alors, c'est quelque chose que l'on connaît dans les sociétés de travail temporaire. Il y a parfois des clients qui ne payent pas et on se retrouve face à une situation de définancement. Ce qui change maintenant, c'est que le définancement, au lieu de s'imputer sur une prochaine session de facture, qui est un volume habituel, récurrent, là se retrouve imputé sur une session de facture d'un montant extrêmement faible, puisque les prochaines sessions de facture correspondent à l'activité du mois de mars, qui a été amputée pendant la moitié du mois. Et quand je parle de l'activité du mois d'avril, pour le mois prochain, on se retrouvera avec des sessions de facture d'une valeur absolument minimale. Si on a un définancement important, il va s'imputer sur une session de facture très faible et donc la trésorerie disponible que l'on va recueillir à l'issue de cette session va bien entendu être absolument ridicule, voire même, c'est une des hypothèses, voire même négative. Donc, ne pas obtenir le cash qui correspond à la session de nos futures factures. De ce fait, la gestion de l'encaissement des clients est un élément qui dépasse largement le fait que vous ayez délégué à la société d'affacturage, parfois même le recouvrement. Ce qui est stratégique, c'est votre trésorerie. Votre trésorerie, aujourd'hui, et on parlera après de la partie financement, elle est disponible chez vos clients. Donc, c'est chez les clients qu'il faut aller chercher la trésorerie que vous avez accumulée, qui correspond à votre encours client, de vos facturations des 3 derniers mois généralement. Donc, il faut relancer, il faut recouvrir ces montants, il faut garder la relation avec les clients et voire gagner même la relation avec les clients.
Et quelque part, ce que je vous expliquais, ce que je répondais tout à l'heure dans la question que vous m'avez énoncée, Marion, il faut expliquer aux clients qu'il existe d'autres solutions que de ne pas payer la facture. L'autre solution dont dispose le client comme nous-mêmes, c'est d'aller souscrire un prêt garanti par l'État, qui permet d'avoir les trésoreries pour ne pas gripper le mécanisme de financement, le crédit interentreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, le crédit interentreprise, c'est 600 milliards d'euros, alors que le crédit bancaire, c'est 200 milliards d'euros. Donc, il est plus stratégique en réalité de faire en sorte que ce crédit interentreprise ne soit pas grippé, que tout le monde paye les factures des différents fournisseurs que l'on a, plutôt que d'attendre autre chose et de constituer de la trésorerie avec les dettes que l'on devrait payer. Si on a besoin de trésorerie, on doit aller chercher un financement bancaire. Les solutions qui ont été apportées par l'État de ce point de vue-là sont extraordinaires en termes d'ampleur, en termes de rapidité de mise en œuvre. Il faut absolument pouvoir en profiter. Et donc, quelque part, communiquer auprès des clients lorsqu'il y a une difficulté de paiement, en leur disant que la trésorerie qu'ils peuvent se faire, elle ne sera pas sur le retard de paiement de leur propre fournisseur, vous-même, vos factures, et qu'ils doivent aller chercher le financement auprès de leur banque et au travers des financements garantis par BPI. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la relation que l'on doit avoir avec ces différents clients, puisque les personnes qui en interne, je ne parle pas vraiment des consultants qui développent le business, mais plutôt des gestionnaires qui gardent la relation avec les clients pour aller faire du recouvrement, la démarche avec eux ne doit pas être une simple démarche de relance, mais également une démarche de communication et de force de proposition sur les solutions de financement. Voilà. Quelque part également, en termes d'affacturage, peut-être l'action de l'État. Je pense que d'un point de vue formel, aujourd'hui, l'État ne s'est pas imposé, à l'inverse de ce qu'il a fait pour l'assurance crédit. En tous les cas, j'en ai pas connaissance, ou pas de manière formelle. Et il n'impose pas aux sociétés d'affacturage une action particulière. Les sociétés d'affacturage restent totalement autonomes dans la manière de gérer, semble-t-il. Donc, elles vont décider elles-mêmes des financements, elles vont décider elles-mêmes d'un certain nombre de choses sur la base des éléments contractuels que vous avez, qui ne changent rien. Simplement, la contrepartie de cette inaction vis-à-vis des sociétés d'affacturage, c'est l'action qu'elles ont engagée en termes de financement, en termes de prêts qui ont été mis en œuvre pour gérer votre trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point que je vais évoquer. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur l'affacturage, Marion? Alors, j'ai une question qui nous demande en quoi consiste un emprunt interentreprise et comment le mettre en place? Alors, il n'y a pas d'emprunt interentreprise. En réalité, le crédit interentreprise que j'évoquais, c'est l'ensemble des mouvements financiers qui sont décalés dans le temps. C'est le crédit que vous accordez à vos clients parce qu'ils ne vous payent pas immédiatement à réception de facture. Le fait que vous accordiez à vos clients, le fait qu'ils soient capables, que vous les autorisez à vous payer à 30 jours ou 60 jours, ça constitue le crédit interentreprise. En fait, cette masse d'argent qui ne circule pas immédiatement et qui est décalée dans le temps compte tenu du crédit que vous apportez, ça représente 600 milliards d'euros. C'est plus important, 3 fois plus important que le crédit bancaire. Donc, ça ne peut pas être mis en place. C'est la réalité du cycle économique, en fait. Et plus le délai de paiement entre les clients est important, clients et fournisseurs est important, plus le délai interentreprise est court. On a eu des tentatives pour réduire ce délai à 30 jours, même par la loi, et on voit que dans les faits, ça n'a pas été appliqué, c'est assez difficilement applicable. Et donc, les délais de paiement accordés entre fournisseurs et clients constituent ce délai interentreprise. On ne peut pas le mettre en place. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Bien. Donc, le dernier sujet concerne la trésorerie et c'est quelque part un sujet qui regroupe l'ensemble des thèmes que j'évoque. La trésorerie, c'est aujourd'hui le point qui me semble stratégique dans la période de crise que l'on connaît. Le seul objectif que l'on doit avoir, c'est de tenir. Et pour tenir dans cette situation, il faut de la trésorerie. Il faut absolument avoir la disponibilité qui permette de passer cette période. Imaginons le cas où on se retrouve avec une entreprise de travail temporaire qui n'a plus d'activité du tout, ce qui est le cas d'un certain nombre. On se retrouve sans rentrée financière, sans aucun cash qui rentre, et il faut néanmoins être en mesure de payer la structure pendant un certain temps. On est là dans le schéma le pire, c'est-à-dire 0 rentrée de cash
liées à l'activité, des charges que l'on connaît, qui correspondent à notre structure, et l'objectif, avec une inconnue de taille qui est de savoir combien de temps ça va durer, l'objectif est de pouvoir tenir. Le seul moyen de tenir, c'est d'avoir de la trésorerie. Il y a plusieurs leviers que l'on doit actionner, qui ne sont pas tous de la même ampleur. Le premier levier consiste, comme toujours, à agir sur les coûts. La difficulté dans les sociétés de travail temporaire, c'est que la gestion sur les coûts, sur la partie charge de structure, les leviers sont extrêmement faibles. On a globalement, si on veut schématiser dans nos charges de structure, la moitié qui correspond à des frais de fonctionnement et des engagements structurants, voire des loyers ou ce genre de choses, et l'autre moitié qui correspond au personnel de structure. Sur la partie frais de fonctionnement, bien entendu, limiter l'ensemble des achats superflus, mettre fin aux contrats qui n'ont pas de sens ou qui n'en ont plus, sont des choses de bon sens. Néanmoins, on sait bien que le levier de ce point de vue-là est extrêmement faible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais l'impact sera minime. Et généralement, compte tenu des périodes de crise qu'on a pu connaître précédemment, ces aspects-là, de ce que l'on constate, sont plutôt bien gérés dans les entreprises de travail temporaire. L'autre aspect concerne donc les salaires permanents, qui globalement représentent à peu près la moitié des charges de structure des entreprises de travail temporaire. Il y a bien sûr des cas, des distorsions entre les différents positionnements. Agir sur ces charges de structure est un moyen très important, et là on a une solution que Vincent a évoquée à plusieurs reprises, qui est bien sûr le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est le moyen d'économiser sur le personnel permanent. Ça permet de faire des économies substantielles puisqu'on ne paye ni le brut ni les charges pour la période, en tous les cas qui correspond au chômage partiel, tout en se préservant nos propres salariés, donc en préservant l'outil de travail. Il ne faut pas uniquement réduire les coûts, il faut réduire les coûts en se positionnant sur un futur redémarrage. C'est absolument essentiel. Mais l'un des leviers essentiels, c'est de mettre en place le chômage partiel pour faire les économies de ce point de vue-là. Le deuxième point qui nous permet de gérer notre trésorerie, c'est bien sûr de faire en sorte que la trésorerie qui est disponible soit la plus disponible possible, la plus liquide possible. C'est la trésorerie que vous avez, c'est ce que vous avez en compte bancaire. C'est également rendre disponible ce qui était placé, voire en compte à terme, ou en tous les cas s'assurer que ces valeurs peuvent être disponibles assez facilement, que les réserves de financement que vous avez chez vos facteurs lorsque vous cédez vos factures, ne financez pas l'intégralité, soient également disponibles au moment où vous en aurez besoin. Et bien sûr, ce que j'évoquais tout à l'heure, relancer les clients. L'essentiel de votre trésorerie sur les mois passés, c'est l'encours client que vous avez. Alors, lorsque c'est cédé à un facteur, c'est déjà préfinancé, il faut récupérer le reliquat éventuel, ou faire en sorte que les clients soient relancés pour ne pas être définancés. Et si vous êtes en gestion directe de vos clients, si vous ne cédez pas vos factures à un facteur, bien entendu relancer pour que les délais de paiement soient respectés et que vous encaissiez ces montants. Le troisième levier que l'on a, et là c'est bien entendu le plus important, c'est de profiter de toutes les mesures de l'État. Les mesures de l'État, autant on peut peut-être s'interroger, en tous les cas il y a des polémiques sur l'anticipation d'un point de vue sanitaire des décisions qui ont été prises par l'État, autant il me semble que d'un point de vue économique, les mesures qui ont été énoncées sont à la fois en termes d'ampleur absolument jamais remarqué à ce niveau-là, d'une ampleur absolue, avec un discours qui est très volontariste et avec une mise en œuvre immédiate. Il y a plusieurs ordres de mesures. Il y en a qui correspondent à des décalages dans le temps et d'autres qui correspondent à des financements. Le premier qui correspond à des décalages dans le temps, en fait, c'est en quelque sorte un crédit à court terme qui est orchestré par l'État. Crédit à court terme, en général d'ailleurs de 3 mois, mais pas sur tous les aspects. Le premier, c'est l'autorisation qui est faite par l'État en tous les cas, l'autorisation sans pénalité de se mettre à décaler le pas grand-chose dans nos sociétés. Néanmoins, c'est un aspect supplémentaire et lorsque vous versez votre loyer notamment à un institutionnel, il n'y a pas de raison de s'en priver et on peut, comme ça, en décalant le paiement du loyer, se constituer une petite trésorerie supplémentaire. C'est pas grand-chose, mais c'est un élément de plus. Il y a bien sûr le rééchelonnement des échéances de prêt. Lorsque vous avez de l'endettement, rééchelonner vos dettes permet bien sûr de constituer tout de suite de la trésorerie. Décaler les paiements des impôts directs, alors c'est pas grand-chose puisque ça exclut la TVA. Le plus gros impôt qu'on paye, c'est bien sûr la TVA.
Les impôts directs, c'est la compte d'IS ou la taxe sur les salaires. Pas grand-chose, mais néanmoins, le faire est un élément supplémentaire. Et ensuite intervient, et là c'est un aspect extrêmement intéressant, le décalage du paiement des cotisations sociales. Le paiement des cotisations sociales sur une opération de travail temporaire, pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez entre 15 et 20% de marge à chaque fois que vous faites une mission de travail temporaire, le cash que l'on génère est de cet ordre-là. Une fois que vous allez financer votre facture auprès d'un facteur, imaginons qu'on la finance tout de suite, et bien à ce moment-là, on va collecter en termes de cash 15 à 20% du chiffre d'affaires. Le fait de décaler le paiement des cotisations sociales permet d'avoir un surplus de trésorerie immédiat, puisqu'en fait, on va s'exempter du décaissement des cotisations sociales, patronales et salariales. Et ça permet à chaque fois qu'on fait une opération, une mission de travail temporaire qui est concernée par ce décalage, de générer 45 à 50% de cash. C'est-à-dire 50% du chiffre d'affaires constitue votre trésorerie. Alors, c'est un élément extrêmement intéressant. Tous ces sujets sont d'une ampleur sans précédent. Néanmoins, c'est un crédit à court terme, puisque le décalage de cotisation sociale n'est autorisé que pendant une période de 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 mois, il faudra payer les cotisations sociales que vous n'avez pas payées. Donc, on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. C'est extrêmement intéressant, mais la contrainte, c'est qu'on ne sait pas combien de temps la crise va durer. Si on se dit que la crise dure 2 mois, on ne dit pas de difficulté, ça va redémarrer, je paierai mes cotisations sociales et l'État m'a accordé un crédit gratuit pendant 3 mois. Bien entendu, ce n'est pas le cas et on sait bien que ça va durer. En tous les cas, le redémarrage ne va pas nous permettre de redémarrer avec la même ampleur. Donc, en complément de ce mécanisme de crédit à court terme, eh bien, il y a un financement à long terme qui a été mis en place. Et là, sur ce sujet, ce sont les prêts garantis par l'État, garantis par BPI. On s'aperçoit que les banques sont extrêmement actives, voire proactives, qu'elles ont parfaitement reçu le message et qu'elles ont pris l'initiative elles-mêmes d'appeler directement les clients, les entreprises de travail temporaire, pour proposer de lever de la dette à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente, avec un faible coût, avec un taux qui sera fixé par l'État, avec un remboursement sans frais si jamais on venait à rembourser, décider de rembourser par anticipation, et sur des prêts qui vont entre 3 et 5 ans. On est dans un schéma 25% du chiffre d'affaires dans notre univers, c'est considérable. On est véritablement dans un mécanisme qui permet d'assurer le financement au-delà du crédit court terme, donc ça va permettre de rembourser les cotisations sociales à terme, et qui permet de structurer le financement des entreprises de travail temporaire, de débloquer quelque part aussi le crédit client, le crédit interclient que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça ne concerne pas que vous, ça concerne aussi vos clients qui, en ayant recours à ce type de service, vont avoir la trésorerie pour payer les différentes créances. Et ça permet aussi d'assurer la pérennité pendant cette période de crise. Donc ce mécanisme est extrêmement favorable et je vous invite, même si vous estimez ne pas en avoir besoin, à aller demander ce prêt à votre banque qui va vous demander un certain nombre, ça répondra à un certain nombre de critères que je vais évoquer après, mais faire la demande tout de suite de ce financement est stratégique. Je l'ai dit, si jamais vous estimez à terme, à la sortie de la crise, que vous n'avez plus besoin de cet argent, il sera toujours temps de le restituer. Il n'y a pas de frais de dossier et il n'y aura pas de pénalité de remboursement anticipé. Par contre, le fait de collecter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires va vous permettre d'avoir une forte sérénité, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité dans le redémarrage et tout ça à faible coût dans un schéma où si vous baissez la fenêtre de tir de vous, au moment où vous aurez besoin de trésorerie, si ce mécanisme n'existe plus, il est censé durer jusqu'au 31 décembre. Hein. Mais si le mécanisme n'est plus en vigueur, il sera extrêmement difficile de retourner voir votre banque pour lui demander un financement. Aujourd'hui, ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l'État, par BPI. La banque ne prend un risque de 10%. Mais c'est néanmoins la banque qui décide si elle vous prête ou si elle ne vous prête pas. Là-dessus, il y a à la fois des critères donc, qui sont des critères définis par l'État et des critères qui vont être définis par les banques. Les critères définis par l'État, en termes de montant, c'est au maximum 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Les critères pour intégrer, pour avoir droit à ce prêt, c'est le fait d'avoir des capitaux propres supérieurs à 50% de votre capital social. C'est le fait de ne pas être en perte, le fait de ne pas être dans une situation difficile, une société défaillante. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de prêt.
c'est le fait que ce prêt soit destiné à payer les charges fixes, le vote BFR, mais voilà, l'affectation de ces sommes ne doit pas être destinée de toute façon à verser des dividendes ou à faire d'autres choses. De toute façon, le paiement des dividendes, on l'a vu par ailleurs, remettrait en question les aides de l'État. Et donc, il faut répondre à ces différents critères. Mais la banque va rajouter un critère, voire deux. Le premier, c'est d'être en capacité de rembourser. Et donc, pour ça, il faut un business plan. Il faut avoir un historique, finalement, en termes d'activité qui rassure la banque. Et le deuxième sujet, c'est d'être en capacité de produire un prévisionnel de trésorerie en mode dégradé. Ce que veut voir, ce que veut identifier la banque, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à passer de cette étape. Et pour ça, c'est de combien j'ai besoin, compte tenu des mesures qui ont été prises, de combien j'ai besoin en termes de trésorerie pour passer cette étape et redémarrer derrière. Donc, de ce point de vue-là, le prévisionnel de trésorerie est l'aspect absolument essentiel puisqu'il va être demandé par l'ensemble des banques pour étudier votre dossier. Mais c'est également un autre élément intéressant puisque le dernier point, dans la stratégie de trésorerie, c'est de rassurer. Il faut rassurer et il faut se rassurer soi-même. Le prévisionnel de trésorerie est destiné à ça. Il est destiné à rassurer les autres parce que lorsque vous faites ce type d'exercice, vous allez énoncer la liste des mesures que vous avez prises. Donc, c'est les économies durables que vous avez pu prendre, hein, les réductions de charges. Ce sont les mesures temporaires qui étaient autorisées par l'État, le décalage notamment des loyers, mais surtout le décalage des cotisations sociales, dont on sait que c'est temporaire. Et c'est également l'ensemble des financements long terme que vous allez souscrire, éventuellement l'appel que vous avez pu faire auprès de vos actionnaires, mais toutes les mesures globales que vous allez donc énoncer. On énonce les mesures, on en juge l'impact, on identifie et on évalue l'effet de ces mesures. Et tout ça, ça permet de savoir, si on passe, de combien on a besoin, de combien on aura de dettes à rembourser au moment du redémarrage et quel est également le besoin de trésorerie dont on aura besoin si l'activité redémarre, le financement du BFR. Tous ces aspects, s'ils sont correctement formulés, sont des éléments qui rassurent, vont rassurer. Oui. Ce sont des éléments qui vont rassurer les banquiers et qui vont permettre d'emporter leurs décisions pour vous apporter le financement. Ce sont également des éléments qui rassureront l'ensemble de vos partenaires financiers. Et je pense notamment aux garants qui seraient assez sensibles au fait que vous ayez établi un prévisionnel de trésorerie en mode dégradé. C'est une sorte de stress test en réalité qui permet de savoir si on passe, combien de temps on a pour tenir avec les trésoreries disponibles, où est-ce que j'ai été chercher la trésorerie qui était nécessaire, et finalement, compte tenu de toutes les mesures disponibles et de celles que l'on a prises, combien de temps on va pouvoir tenir, et bien entendu, comment est-ce qu'on sort de cette crise. Voilà, donc je vous invite maintenant que les périodes de gestion des intérimaires et de mise en place de l'activité partielle et autres vont être derrière nous, que l'activité malheureusement se réduit, à réaliser ce type d'exercice, puisque c'est celui qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Il faut à la fois rassurer les autres, se rassurer soi-même, regarder l'avenir, puisqu'il y aura un redémarrage, il est évident. Et compte tenu des mesures qui ont été proposées par l'État, si on souscrit à toutes ces mesures et si on peut en profiter pleinement, il n'y a aucune raison d'avoir un nombre de casses important. Je crois que ce sont véritablement des mesures d'accompagnement qui sont extrêmement bien faites pour les entreprises de travail temporaire. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette partie trésor. Est-ce que Marion, vous avez des questions? Alors oui, il y a quelques questions sur ce sujet, notamment concernant le décalage des échéances URSSAF. On nous demande s'il va être reconduit pour l'échéance du 15 avril. Oui, le mécanisme dure. Il y a un décalage donc de 3 mois et ça va se proroger sur les prochaines échéances d'URSSAF. Alors, compte tenu de la baisse d'activité et compte tenu du chômage partiel, le montant des cotisations sociales qui peuvent être décalées se réduit très fortement, puisque l'activité s'est réduite, donc le montant des cotisations sociales à décaler va être plus faible que précédemment. Néanmoins, on est bien dans ce mécanisme qui perdure. Alors, une autre question de Madame Coffin qui nous demande est-ce que le décalage de charges pourra être étalé par la suite
ou est-ce qu'ils prélèveront tout d'un seul coup? Non, le crédit est 3 mois et donc c'est 3 mois reportables, donc glissant. Donc c'est pas tout d'un coup. Il existe un mécanisme qui permettrait de négocier avec l'URSSAF autre chose, mais dans ces cas-là, il faut payer, c'est un mécanisme qui existe déjà, il faut payer les cotisations salariales. Mais si on paye les cotisations salariales, on peut ensuite retourner auprès de l'URSSAF et demander un échelonnement des cotisations patronales. Je pense que c'est un mécanisme que l'on pourrait mettre en place après, c'est-à-dire laissons passer les 3 mois de crédit gratuit qui concernent l'ensemble, et au moment où on devra payer les cotisations éventuellement de février qui ont été décalées en mars ou les suivantes, et bien à ce moment-là, on pourra revenir auprès de l'URSSAF et essayer de négocier ce genre de choses pour décaler plus longuement les cotisations patronales. D'accord. Alors, des questions maintenant sur le prêt. Donc, une question de Madame Ricourt qui nous demande si le PGE peut-il financer des pertes d'exploitation liées à la baisse temporaire de l'activité? Alors oui, de fait, puisque en fait, il faut pas que c'est lié, c'est destiné à permettre de passer cette étape. Dans cette étape, on va avoir des pertes qui sont générées par le fait qu'on a des charges de structure qui sont plus absorbées par l'activité. Donc, on va nécessairement générer de la perte. Je ne connais pas de société de travail temporaire qui aujourd'hui peuvent maintenir le niveau de résultat précédent. Et donc, le prêt est bien entendu destiné à ça, voilà, entre autres. Et une dernière question. Oui, pardon. Oui, allez-y. Dernière question sur le prêt. Vous avez évoqué un faible coût. Est-ce que vous avez une visibilité justement sur le taux qui sera applicable? Non. Alors, on ne connaît pas le taux. Ce sera un taux encadré par l'État. On ne le connaît pas encore avec certitude, donc je n'aurais pas m'avancer. Il y a des taux qui ont circulé, mais j'ai vu passer un taux de 1,25% sur la partie financement. Ce que l'on sait par contre, c'est le taux de la garantie BPI. Le taux de la garantie BPI, c'est pendant la période de franchise de remboursement, parce qu'il y a un décalage de remboursement d'1 an sur le prêt, donc l'amortissement du prêt se fera 1 an après. Le taux de BPI est de 0,25% sur cette première année. Il est ensuite de 0,50% sur les 2 années suivantes et il sera ensuite de 1% sur les périodes suivantes. Donc, c'est un taux de garantie qui n'est pas très élevé. En tous les cas, sur la période où il y a une franchise d'amortissement qui nous offrira la visibilité, et donc qui permettra d'arbitrer, de savoir si on en a besoin ou pas, si on rembourse par anticipation ou pas. Finalement, le coût de BPI est de 0,25%. C'est absolument ridicule. Par contre, il y aura un coût d'assurance complémentaire. Donc, c'est pas gratuit, mais on est quand même dans des conditions extrêmement favorables pour pouvoir financer une période de crise. C'est bon? C'est bon de mon côté. Bien. Bah, écoutez, parfait. Merci de votre écoute. J'espère avoir apporté les réponses ou en tous les cas quelques éclaircissements sur ces sujets qui sont stratégiques. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, et qui ont circulé sur les questions écrites, on y apportera toutes les réponses. Et voilà, je vous souhaite dans cette période de crise beaucoup de courage, beaucoup de force, mais surtout soyez rassurés. Je pense que la partie financement vous permettra de passer l'étape. Voilà. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je vois encore un petit micro ouvert. Voilà, le petit dernier. Un grand merci Olivier, un grand merci Vincent, donc, et merci à vous participants de rester jusqu'au bout. On a encore 5 annonces super à vous faire et on voit que vous êtes restés très nombreux jusqu'au bout. Alors les 5 annonces avant que je repasse le micro à Vincent pour clôturer ce moment avec vous. C'est évidemment que tout ce qui a été échangé là aujourd'hui va vous être retranscrit sous forme de compte-rendu et envoyé en tout début de semaine par Vincent. C'est que, tout comme celui de la semaine dernière, le replay de ce webinaire sera également mis à disposition dans les heures, jours qui viennent, c'est-à-dire au plus tard en début de semaine. 2 nouvelles super intéressantes. Je vais vous mettre là dans le chat un premier lien que vous pouvez copier, qui est un lien qui vous amène vers un fichier d'inscription pour ceux qui ne seraient pas, qui ne recevraient pas encore cette newsletter matinale de Vincent.
Un deuxième lien que je vous mets là maintenant aussi dans le chat et que vous pouvez aussi copier-coller et qui vous amène, surprise, vers une chaîne web qu'on est en train de vous finaliser. Le cabinet a une chaîne web TV et là, on est en train de préparer une chaîne spéciale pour le Covid-19 où vous retrouverez à la fois les replays, à la fois toutes les informations que Vincent vous prépare dès le matin. On avait prévu une petite démo, mais là, je pense, Vincent, vous serez d'accord? Faites-moi un petit signe. Voilà, c'est un peu court au niveau du timing. Et enfin, dernière nouvelle à vous annoncer, c'est que suite à de nombreuses demandes que vous faites auprès du cabinet, le cabinet est également en train de préparer des formations juridiques pour vos collaborateurs, très certainement aussi qui seront hébergés sur cette chaîne Web TV. Donc voilà les 5 nouvelles que le cabinet voulait vous préparer, vous dire avant de vous quitter, et je vais laisser Vincent boucler ce moment. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est vendredi, c'est le temps, presque l'heure de l'apéro. Hein. Moi, je file voir Muriel Pénicaud derrière moi pour aller négocier et l'aider à rédiger effectivement la circulaire. Donc, blague mise à part, hein, c'est vrai qu'on est tous très fatigués, mais j'espère beaucoup moins stressés. Je vous sens tous beaucoup moins stressés que la première semaine. Même si c'est pas facile. Les propos tenus par Olivier viennent aussi nous rassurer sur le fait qu'on a quand même des dispositifs totalement hors normes, financés par l'État. Alors on peut effectivement critiquer d'autres aspects de la gestion de la crise, ça c'est un autre débat, mais on va tous en profiter. Et je connais la capacité de résilience des entreprises de travail temporaire qui ont connu aussi d'autres événements, peut-être pas de cette ampleur-là, mais rappelez-vous 2008-2009, c'était absolument catastrophique. Et puis pour les plus anciens, d'autres crises, on s'en est tous ressortis encore plus fort qu'avant. Hein. Mais en tout cas, et c'est le dernier mot, vous constaterez effectivement aussi que ceux qui sont en retard dans la transformation digitale de vos outils, c'est très pénalisant en période de confinement. Et là, je crois qu'à mon avis, il y aura un avant et un après Covid. Donc, si vous avez effectivement, vous êtes un petit peu en retard sur ces aspects-là, bah, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est après qu'il faudra accélérer le processus de digitalisation parce que il faut avoir des gains de productivité, il faut qu'on aille plus vite. Les visioconférences, c'est pas mal. Ça ne remplace pas les gueuletons qu'on peut se faire entre nous parce que évidemment c'est nécessaire, mais parfois aussi on peut gagner du temps et beaucoup d'énergie par des outils aussi commodes qu'on a organisés. En tout cas, merci à tous, merci pour tous les remerciements que vous nous adressez tous les jours. Vous avez remarqué effectivement qu'on se lève très tôt pour vous décrypter effectivement l'information. Vous en recevez beaucoup hein, de vos du Prisme Emploi pour ceux qui sont adhérents, de la CCI, de MEDEF, de vos experts comptables, de vos conseils aussi, autres conseils. Bon, ça fait beaucoup. Là, on essaie d'avoir une approche hyper sectorielle et la plus pragmatique possible. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.